Bonjour les découvreurs. Aujourd'hui, je suis accompagné de Xavier du compte Instagram Mon Paname, amateur de cuisine bistrotière et canaille, que je vais laisser se présenter. Bonjour. En fait, je suis d'abord l'auteur d'un compte Instagram en fait qui s'appelle Mon Paname et c'est aussi un Facebook. J'ai démarré cette histoire en voulant figer un peu de l'éphémère, euh, comme on le dit souvent en cuisine, et donc je photographiais et puis réaliser une petite chronique de ce que j'avais mangé. Le but étant de répertorier pour moi les bonnes pistes, les bonnes pépites parisiennes, puisque je suis arrivé sur Paris en 2005, et donc par Facebook, puis après par Instagram, et puis c'est surtout Instagram qui a donné un élan en fait un peu à ce, alors je vais dire projet, mais si on n'était pas un, franchement à la base c'était franchement un truc pour moi et puis mes proches quoi pour dire où je peux aller manger samedi, bah, regarde là, et puis j'avais les photos, et puis aussi parce que je trouvais peut-être pas mon bonheur dans les guides à l'époque. 2005, c'était, mais il y avait le Michelin, mais Michelin, c'est une certaine type de restaurant, quoi. Parce qu'une caste, j'avais envie de dire, mais on mange pas là tous les jours, et puis c'est pas forcément ce qu'on a envie de manger tout le temps. Il y avait effectivement le fooding, mais qui était assez, qui avait son style et donc son style de choix des restaurants. Donc c'était aussi se dire, bah, qu'est-ce que je ferais moi si j'avais un guide en fait. Et puis Instagram a vraiment une force, une puissance assez dingue et donc ce compte est monté en volume en termes d'abonnés. Bon, en food, c'est pas, on n'atteint pas enfin, rarement des 200K ou comme en lifestyle, mais et puis bon, en photographiant des rognons, c'est pas forcément sexy. Donc la pâtisserie marche mieux, par exemple. Et donc moi j'ai continué mon bonhomme de chemin puisqu'effectivement j'aime la cuisine plutôt bistrotière et canaille. Et ce sont d'abord les journalistes qui m'ont appelé en fait pour me rencontrer, pour manger, pour déjeuner avec moi, chose normale. Et puis enfin plus classique. Et puis après c'est des relations qui sont créées comme ça. Et après ça m'a permis moi de rencontrer beaucoup de chefs aussi parce que ben, des fois, auparavant, je devais aller 3 fois dans un restaurant pour atteindre les cuisines et parler avec le chef. Enfin, c'est normal, hein, c'est une relation un peu à l'ancienne, quoi. Donc, on vient une fois, on est dit, moi, je suis plutôt discret au départ, et puis après, on parle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ça, c'est l'humain. Enfin, c'est un peu tout ce qui fait la table, hein. Les produits, bien sûr, mais les producteurs racontés par le chef et qui finissent par un plat, quoi. Et donc, Instagram m'a vraiment permis de gagner du temps en fait et de la proximité. Et puis ami d'amis, connaissant un chef quand j'arrive dans un restaurant par Instagram, tout ça se sait et se voit. Moi, je gagne beaucoup en proximité et je pense que les chefs, c'est plutôt sympa d'avoir quelqu'un qui kiffe vraiment de manger quoi. Et je pense que moi ça se voit et donc ça a permis toute cette relation qui est assez, assez saine. Alors, souvent on me dit, mais quel est ton modèle économique? Ben, en fait, j'en avais pas, et même surtout pas jusqu'il y a peu. En fait, c'est que juste, voilà, j'aimais mettre en avant les producteurs qui parfois galèrent, pour certains, des restaurateurs qui avaient besoin d'un coup de pouce et qu'on voit moins parce qu'ils sont moins trendy ou moins hype. Et, euh, et voilà, et je me voyais pas prendre 200 euros un restaurateur parce que je sais tout le travail qu'il faut pour acquérir 200 euros de bénéfices au sein d'un établissement. Donc, j'avais vraiment pas envie d'être rémunéré. Alors, bien sûr, je refuse pas un verre. J'ai bien sûr eu des gifts ou quelques invitations, mais je les recherche pas forcément. Euh, et le modèle économique, quelque part, s'il faut en parler, il est assez récent depuis quelques années. C'est plutôt sur de l'événementiel. Où, par exemple, il y a 15 jours, j'ai animé les cooking shows de Barbecue Expo. Je travaille aussi avec Cocktail Spirit, qui sont qui réalisent le salon des spiritueux à Paris, mais aussi en province. Voilà, donc c'est plus par l'événementiel et puis la mise en contact en fait de personnes pour créer des collabs ou que effectivement là,
Là, je commence à être rémunéré, mais c'est pas forcément un but premier. Enfin, je me suis jamais dit, tiens, je vais en faire une profession puisque j'en ai une en fait. Je travaille en logistique et c'est plutôt pas mal que ça reste aussi un peu amateur en fait, dans le bon sens du terme. À la base, c'était une démarche plaisir, quoi. Tout à fait. Qui était complètement comme quelqu'un qui fait des dessins dans un journal quand il voyage ou un peu ce truc-là quoi de graver un peu l'instant et puis de pouvoir l'échanger avec d'autres quoi. Vous parliez de rencontrer des chefs. Ça, c'était un objectif que vous aviez en tête quand vous arriviez dans les lieux. Après quelques passages, j'arriverai à rencontrer le créateur de tout ça, ou pas forcément. Ah oui, oui, ça fait carrément partie, quoi. C'est-à-dire que je rentre, moi je regarde déjà généralement l'extérieur, alors je suis vraiment très instinctif et je sens s'il y a une âme, si on le sent assez bien. Alors. Et après on regarde l'ardoise ou le menu, on voit aussi hein, s'il y a, c'est mieux s'il y a moins. Il n'y a pas 20 000 plats, quoi, ça sent bon le surgelé. Enfin, il y a plein de clignotants comme ça qui et moi quand je regarde, bien sûr je regarde la déco, je regarde l'ambiance. Mais bien sûr que les personnes dedans, mais même en salle, hein, surtout en salle aussi, enfin, tout fait partie. Je veux dire, un bon restaurant, je compare des fois des restaurants que je nommerai pas là, mais qui donnent à peu près la même cuisine, gourmande et tout, mais c'est vrai que un bistrot, un restaurant, se doit d'être incarné par des gens. Donc ça peut être le sommelier ou la personne qui fait la salle et le chef également, quoi. Donc c'est un tout en fait, hein, c'est un lieu, c'est C'est drôle que vous en parliez comme ça, car ça m'est déjà arrivé en rentrant dans un restaurant. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il n'y a pas forcément une harmonie entre les plats, l'ambiance, les gens, la décoration. Et on a du mal à se situer par rapport à l'expérience, en fait. oui, puis si on est sur une cuisine généreuse, chaleureuse, quoi, pour moi, l'ambiance se doit d'être à l'identique, enfin, un peu en osmose, quoi. Donc, et puis si on aime un peu manger, un peu ripailler, c'est mieux s'il y a quand même un personnage, quoi. Je veux dire, hein. Alors toute l'équipe est pas obligée d'être, mais voilà, faut des équipes qui incarnent le lieu, quoi. Je pense que c'est évident et même sans rentrer dans un concept marketing d'expérientiel, etc. Je pense que les grands, les restaurants mythiques, quoi, historiques, même pas forcément étoilés, hein, mais qui sont historiques, tournent quand même autour, bien sûr, d'une bonne cuisine, mais aussi d'une âme hein, qui est remportée par les propriétaires ou les gens qui servent. Donc c'est un tout en fait. Et c'est vrai que l'humain, pour moi, on peut pas l'occulter. Et c'est ce qui est intéressant dans la table, hein, dans la cuisine, c'est de connaître effectivement, c'est le chef pourquoi il fait ce plat-là de cette façon-là. Je dis n'importe quoi, mais parce qu'il a une mère qui est espagnole et voilà, et donc il va faire une paella de temps en temps et puis après il a d'autres origines, donc il fait un autre plat ou il revisite un plat avec des tendances à lui. Enfin, et donc c'est ça qui est intéressant et souvent aussi c'est la rencontre entre un chef et un producteur. Hein, sur tel ou tel produit, et donc ça intéresse de travailler ce produit-là. Et donc je pense que il y a dans l'assiette un côté comme ça un peu instinctif, on n'aime pas, enfin on découvre. Et après c'est intéressant de savoir, un peu comme le vin, quand vous buvez le vin, c'est intéressant de savoir où il a grandi, sur quel coteau, est-ce que le versant au soleil joue quelque chose, enfin, vous voyez, et ça a plus le même goût non plus. Donc voilà, je pense que tout est important et tous les écosystèmes qui sont autour du restaurant sont importants. Moi, je dis souvent que si on mangeait mieux, quoi, en fait, hein, on mange 3 fois par jour, donc on dit qu'on peut voter 3 fois par jour. Si on mangeait mieux, c'est-à-dire tout ce qui est autour de la table était mieux géré, on aurait réglé peut-être 90% de nos problématiques économiques, environnementales, maintien des campagnes, de l'agriculture, etc., du bien manger, des maladies qui sont liées à ça. Enfin, donc la table, en somme, peut paraître comme ça quelque chose d'assez léger, parce qu'on pense à gaudriole et à Baffray, à rigoler. Alors c'est ça aussi, hein, c'est ces repas, ces grandes tables ou petites où on prend du plaisir. Quoi, enfin, manger est une fête. C'est DJ Morville qui dit ça et j'aime beaucoup
cette phrase, c'est chaque jour, voilà, on a au moins 3 fois l'occasion de se faire plaisir, quoi. Et donc il y a ça effectivement, mais alors on sauve pas des vies, souvent on dit hein, dans la food, mais en même temps, si c'était vraiment purement bien fait, si on en sauverait beaucoup, je pense, économiquement et niveau santé, et il y aurait peut-être moins de suicides chez les agriculteurs. Ouais. Est-ce que c'est pas la responsabilité du consommateur de sauver des vies justement? Je m'explique, donc il y a toujours eu des tendances dans la façon de s'alimenter, mais on observe aujourd'hui par exemple un manque de valorisation de la bête et tout le monde veut manger des entrecôtes ou des blancs de poulet, quoi. Oui, c'est les mêmes personnes qui vous disent faut respecter l'animal, manger moins de viande et ne mange que des filets, quoi. Donc ce qui est pas logique, hein. Donc effectivement, il faut manger tout l'animal et c'est-à-dire de le respecter parce que le tuer, c'est pas on l'a pas fait par gaieté de cœur, quoi. On l'a fait parce qu'on mange de la viande, quoi, et que c'est plutôt bon pour le corps. Et donc justement, une fois qu'on a fait ça, c'est pas pour manger que les filets et donc on mange tout et moi je suis très proche du Godénoyer et Yves-Marie Le Bourdonnec, ils ont le même discours là-dessus. C'est que un bon boucher, déjà il se fait pas livrer des morceaux, il se fait livrer plutôt des gros morceaux, quoi, voire des bêtes entières. Et on travaille toute la bête, c'est-à-dire que et il y a une façon de passer les morceaux hein, au fur et à mesure, c'est-à-dire que à un certain moment vous allez vendre effectivement tel morceau, mais après vous allez préconiser aux clients de prendre d'autres morceaux et, et puis, il y a un gros. Alors, la responsabilité, elle est chez le consommateur, je suis assez d'accord avec vous. C'est un peu l'esprit de voter, hein, manger c'est voter. Et en même temps, les professionnels, hein, que ce soit commerce de bouche ou chef, ont un grand rôle pédagogique aussi hein, à expliquer. Et puis, on dit souvent que les changements viennent d'en haut, hein, donc moi je pense aux étoilés, quoi. Le respect des saisons, justement, tous les propos là qu'on a, les sujets, ça doit passer par eux. Et les bouchers, si vous vous souvenez, enfin, moi, les gens qui m'ont appris à cuisiner en premier, enfin après ma mère, ce sont les bouchers. Puis moi, j'allais chez le boucher me disait, t'as déjà essayé ce morceau-là Ben, on entend tout le temps chez le boucher, faut le cuire tendeur, et après vous le sortez du four et vous mouillez. Donc il y a un vrai rôle de ces gens-là et ils le font hein, bien souvent, à éduquer, quoi. Et ça se fera par là. Et moi, j'attends beaucoup des chefs, ça, et les chefs qui le font moins ou pas, ça a tendance un peu à m'attrister, voire à m'énerver, quoi. Parce que c'est purement de leur ressort, quoi. Je pense que ça changera par leur biais, en fait. Et ce rôle éducatif, vous pensez que justement il doit être retranscrit dans les assiettes? Ah oui, à la carte. Moi, quand je vois des chefs qui parlent de saisonnalité et qui mettent une tarte à l'avocat en premier, faut être sérieux, quoi. Donc et pas au bon moment hein, de la saison. Enfin, il y a d'autres choses. Je pense que eux se doivent d'être irréprochables, enfin, et de montrer le bon chemin, quoi. Enfin, c'est évident. Après, je pense qu'on est d'accord, effectivement, hein, mais c'est tous ces plats de healthy food, Pokéball, où on va revoir toujours les mêmes ingrédients, les mêmes composants revenir, comme l'avocat. Du saumon, qui sont quand même les deux produits dont je me méfie le plus. C'est-à-dire quand même que l'avocat, bon, à moins qu'il soit de Corse et de saison, ce qui est plutôt, il y en a pas des masses, hein, mais l'avocat vient souvent alors d'Espagne, oui, mais alors, est-ce qu'il a été bien poussé, quoi. Souvent, c'est plein de pesticides, etc. Quand ça vient du Mexique, c'est certain. Et puis en plus, ça a pris l'eau des villages là-bas. Je pense que ça prend 10 000 fois plus d'eau en besoin qu'une tomate hein, pour pousser. Donc il y a vraiment tout un truc. Il y a le transport aussi. Il y a le transport, effectivement, la facture carbone, mais et donc et donc le saumon, bon, on sait tous que sauvage, ça devient rarissime. C'est de l'élevage. Ils vivent dans des trucs hyper fermés, Oui, les saumons sont les uns sur les autres avec bourrés d'antibiotiques. antibiotiques, voilà. Et donc ça fait marrer parce que on vous vend un FI plat, quoi. Et alors qu'en fait, je pense qu'il y a plus de chances de choper
des maladies avec ce plat-ci, là, avocat avec des pesticides, saumon avec des antibiotiques et puis des métaux lourds, que de manger peut-être une bonne côte de porc et une purée, quoi. Enfin, vous voyez, donc c'est ça qui est dingue et ce qui est dangereux. Et ce qui est dangereux aussi, c'est alors la junk food. Enfin, pour moi, la food comme ça, un peu industrielle de la rue, qui a souvent été plutôt grasse et puis pas avec des bons produits, quoi. Enfin, des produits de basse qualité. Et maintenant qu'on vend comme elle-ci, quoi. Et donc voilà, donc on s'attend plutôt que ça soit des chefs qui disent ben non, voilà, moi je mets pas de saumon parce que et qui expliquent quoi en fait. Hein. Surtout c'est super compliqué parce que la saisonnalité c'est déjà pour les fruits et légumes. Bon, on peut avoir un calendrier et tout. Et moi je m'y suis déjà essayé sur le poisson avec une copine qui est pêcheuse, Baduel Marie à Granville et c'est compliqué, on peut pas faire de carte ou d'agenda, j'ai envie de dire, parce que ça dépend de l'endroit où on pêche, ça dépend de l'espèce, ça dépend de donc il n'y a pas les mêmes euh, périodes de reproduction entre le nord et le sud. Enfin, donc c'est assez compliqué d'expliquer aux gens, d'avoir un truc, comment dirais-je, pédagogique. Et il faut plutôt se renseigner auprès des professionnels. Et par exemple, c'est plus compliqué de trouver une bonne poissonnerie à Paris, respectueuse de tout ça, qu'une bonne boucherie. Vous voyez. Je crois que le poisson, c'est vraiment un sujet très compliqué, quoi. Est-ce que ce rôle éducatif aussi ne devrait pas se retranscrire à l'école finalement? Notamment cette idée de saisonnalité où, vous voyez, personnellement, j'ai une trentaine d'années. J'ai découvert il y a quelques années que même le fromage présentait une saisonnalité. Bien sûr, parce qu'on se rappelle plus que ça vient de la vache, que la vache mange dehors normalement et qu'elle mange pas la même chose en hiver qu'en été. On est déconnecté de ça, quoi. On arrive même à avoir des jeunes qui regardent les œufs dans les grands magasins, ils savent même plus d'où ça vient. Hein. Moi, je l'ai entendu en live, quoi. Donc, moi, je sais pas, je suis allé à la campagne gamin. Bon, il y a encore des gamins qui ont cette chance-là, mais il y en a qui l'ont pas, quoi. Ils sont en ville. Et c'est aussi ce décalage hein, entre la fourche et la fourchette, quoi, et cette industrialisation quoi, des produits de première nécessité enfin, qui est pas bien, quoi, en fait, hein, qui est pas bonne. Pour revenir au restaurant, quelle tendance vous trouvez intéressante à suivre, notamment dans cette démarche de bon sens? Moi, je pense qu'il y a quand même, enfin, je pense que la bistronomie euh, a peut-être plus apporté au bien manger, avec les saisons, avec des produits de qualité. On a vu arriver Terroir d'Avenir hein, qui fournissait ces restaurants-là, notamment à Paris, et ça a évité aux gens qui démarraient un restaurant de tout acheter chez Métro. Et donc je pense il y a eu un grand bienfait de ça sur les saisons et sur la qualité des produits. Il y a cette mode aussi d'avoir de connaître ses producteurs quoi. Alors il y a un peu un name dropping, un effet marketing sur certaines cartes où on a l'impression de manger des noms de producteurs, mais bon, faut se rappeler quand même. Oui, c'est tellement vrai ça. On a le nom, on sait même pas qui c'est, ou même s'il fait du bon travail, mais bon. Ou alors faut être très connaisseur quoi, mais bon tout le monde connaît pas Bertin ou Sylvain Erard pour ses asperges. Enfin, donc voilà, donc mais bon c'est quand même rassurant je trouve de tracer quoi. Enfin moi je préfère qu'il y ait le nom qu'autre chose quoi. Et ça donc ça c'est un bienfait sur les saisons et sur les producteurs. Et maintenant beaucoup de restaurants qui ouvrent ont compris qu'il faut il faut 50 ou presque 100 producteurs qu'on connaît pour pouvoir tourner bien. Vous pouvez pas avoir qu'un seul producteur de viande puisque il sera pas prêt tout le temps à vous fournir. Pour le poisson, c'est idem. Et donc il faut aller sourcer. C'est de la relation quoi, en fait, de long terme. Et bien payer les producteurs, c'est aussi un gage de qualité sur la longueur et de permanence quoi. Ça lui permet de vivre quoi, tout simplement. Donc ça c'est plutôt des bonnes choses. Je trouve aussi que les étoilés ont fait aussi un gros travail hein, là-dessus. Il y a aussi
le légume hein, qui est un peu plus tard, hein, alors pas que chez le chef Passard, mais je pense que ça c'est un peu ruisselé pour le coup, et que les gens travaillent un peu plus les légumes. Et effectivement, il faut manger de la viande, mais en moins grand volume et moins souvent. Donc il y a cette tendance-là qui est intéressante. Après, je trouve que autre tendance aussi, il y a quand même une street food qui était quand même pas la plus inventive à Paris, faut le dire. Enfin, on allait à Londres où c'était quand même beaucoup plus développé et puis international. Paris quand même se bouge pas mal, je trouve, depuis quelques années sur la street food et sur la street food qui est de qualité en fait, hein, que ce soit sur la pizza ou même sur les burgers ou sur les sandwichs en général. On a retrouvé des sandwichs qui est en fait un plat entre deux tranches, hein, souvent. Et ça, cette qualité, je trouve qu'on peut manger quand même le midi correctement. Alors certes, pas pour 5 euros, ça c'est évident, mais Sur la street food, je trouve la tendance intéressante parce que j'ai l'impression qu'elle a comblé une faille entre les restaurants effectivement qui commencent à devenir haut de gamme mais inaccessibles ou difficilement accessibles pour beaucoup de Français et justement le fast-food de mauvaise qualité et bon marché en tout cas initialement et qu'en fait la street food s'est premiumisée et c'est devenu un peu le restaurant pour les petites bourses, mais qui reste sympathique quoi, en termes de qualité. oui, après il y a des gens en bistronomie qui jouent vraiment le jeu, hein. Moi, je vois des formules à moins de 20 euros. Ça remplace, c'est un peu le mi-chemin entre la brasserie de 60 entrées, 60 plats et le restaurant quoi. Donc, entrée plat 20 euros, ça va, hein, au restaurant, ça va. Ah oui, oui, et complètement. Là où je voulais en venir, c'est que entrée plat à 20 euros, notamment dans les grandes villes, c'est pas si commun. Non, c'est pas si commun, non. Mais en même temps, ce que vous avez plutôt de représenter sont les brasseries avec des grandes terrasses et là qui vous servent pris, hein, mais du surgelé, quoi. Enfin, des salades en plastique, enfin, sous plastique. Et enfin, tout vient de chez Transgourmet. Et c'est du micro-ondes. Donc, donc entre payer quelques euros de plus, et puis être dans un restaurant où il y a eu un travail, des produits sains, et puis la majorité des gens vont quand même dans des brasseries comme ça, où ils se plaignent pas plus de payer le même prix, quoi, pour bouffer des produits qui sont hyper industrialisés, déjà transformés, et pour souvent réchauffer au micro-ondes. Voilà, donc je pense aussi, je suis assez d'accord, hein, il faut que les restaurateurs essaient de trouver le. Mais il y a une vraie complexité à trouver le bon prix, hein. C'est quand même un métier où il y a quand même de la masse salariale, hein. On est vite 2, 3, 4 en cuisine, quoi. Plus la salle, il y a des loyers qui sont quand même assez dingues, hein. Ça, tout le monde sait que l'immobilier a augmenté, donc c'est pareil pour les restaurants qui sont plutôt en centre-ville, hein. Donc une fois que vous avez payé tout ça, et il faut faut quand même vivre, quoi. Et c'est compliqué de faire un plat, faire une entrée à moins de 10 euros et un plat à moins de 20, enfin 15-20 euros si en plus il y a du turbo ou, vous voyez, enfin, c'est ça la difficulté. Alors après de dire que tout le monde peut pas aller au resto tous les jours, bah c'est pas un scoop en fait, hein. Et là ça va être pareil sur d'autres marchés, c'est-à-dire si personne s'achète des fringues tous les jours et personne. Donc voilà, après il y a une question de budget, c'est évident. Alors street food, ouais, je pense qu'elle apporte une façon de toucher à ça. On l'a vu par les chefs avant, hein, puisque il y a beaucoup de chefs qui ont monté leur petit resto de takeaway, enfin on va dire de vente à emporter. Il y a Frenchy to go, enfin avec Marchand, enfin beaucoup de chefs, Gébert aussi. Et après bon, la période de lockdown a fait que comme c'était leur unique voie d'exister, ils ont travaillé le sujet, c'est évident. Et ils l'ont monté en niveau, je suis assez d'accord avec vous. Mais il faut dire qu'au niveau street food, on partait vraiment de pas grand chose, hein. C'est-à-dire que
les PMU, les cafés avaient laissé tomber le jambon beurre, au grand bonheur de McDo qui s'était installé violemment. Et on voyait peu de jeunes dire, tiens, je vais refaire un bon sandwich à l'ancienne ou revisiter. Donc c'était un peu le désert, quoi. Subway, enfin, c'est de la merde, hein, ça. Et donc là, oui, là, je pense que, voilà, il y a des jeunes qui ont rouvert des choses avec des légumes cuisinés dedans, avec du bon pain, et ça remet à niveau. Et puis la street food permet beaucoup de mélange, de culture, en fait, quoi, hein. C'est-à-dire, vous pouvez très bien faire un truc un peu italien, mais avec une pointe d'épices orientales. Enfin, c'est un peu plus libre, hein, la bouffe de rue, quoi. Vous parliez de la livraison pendant les différents confinements. C'était effectivement l'une des rares solutions pardon, pour les restaurateurs de survivre. Est-ce que pour vous, on peut encore considérer la livraison comme de la restauration, justement? Oui, bah, je pense que c'est la restauration parce que bon, si c'est bien fait, il y a de l'expérientiel, comme diraient les pros du market. Après, la difficulté de... Moi, j'y ai beaucoup réfléchi avec des amis restaurateurs et chefs pendant la pandémie. Après, tout ne voyage pas. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on s'est d'abord dit, ah bah tiens, on va faire voyager de la street food. La street food, c'est souvent free. On sait très bien que ce qui est free a une durée de vie, une fois sorti du pass, mais limitée. Enfin, on prend l'exemple des frites. Une frite, au bout de 5-10 minutes, ça ne s'appelle plus une frite, quoi. Ah, c'est dégueulasse, voilà. Et une pizza, c'est pareil, une pizza, c'est une pâte à pain qui a levé 12 à 24 heures et qui attend juste de se faire griller 90 secondes à plus de 300 degrés. Donc, une fois qu'elle sort de 90 secondes de cuisson, bien entendu, c'est pas pour être mangé une heure après, quoi. Donc, c'était plutôt une connerie, quoi. Et ça continue, d'ailleurs, je trouve, ce genre de choses, faut éviter de se faire livrer ce genre de choses. Et souvent, on est déçu. Moi, j'entends des gens me dire, ah, bah, tel restaurant de burger que tu aimes, là, on s'est fait livrer, c'était pas bon. Bah oui, mais parce que ça peut pas voyager, vous voyez, enfin, surtout si vous prenez des frites avec du cheddar au-dessus, ce genre de trucs, ça ressemble plus à rien. Une fois que ça a été secoué sur un vélo, quoi, pendant un quart d'heure. Donc, voilà, je pense qu'il y a des choses qui peuvent pas voyager. Et à l'inverse, ce qui a bien voyagé, c'était, je prends l'exemple de TikTok, une boîte qui fait voyager les plats des chefs. Et donc, ils font voyager carrément des cocottes, en fait. Et moi, c'est un des meilleurs souvenirs du lockdown, c'est se faire livrer cette cocotte là, elle venait de la Régalade, de Bruno Doucet, donc c'était de la volaille avec une sauce au vin jaune. Enfin, c'était magnifique déjà, avec des beaux légumes et une sauce de ma boule. Et ça m'a fait 2 jours. Et vous voyez, là, il y a une expérience. Pour moi, ça, c'est de la restauration, pour le coup. J'ai vécu une émotion, un bonheur, qui est celui que je peux avoir au restaurant, quoi. Maintenant, se faire livrer une pizza, je trouve ça idiot, quoi. Et c'est jamais une belle expérience, quoi. Vous parliez du voyage justement tout à l'heure. Finalement, en livraison, la nourriture voyage, mais en termes de voyage, de rencontre, on ne rencontre plus les autres clients ou même le chef, comme on en parlait tout à l'heure. Ah bah, vous pouvez rencontrer le mec qui vous livre. Et à mon avis, lui, il peut vous faire voyager, parce que souvent, c'est pas un Français de souche. Et il suffit de lui donner un pourboire pour qu'il soit sympa et vous avez une bonne discussion avec lui. Oui, ça fait partie de l'expérience du coup. Ouais, voilà. Par contre, moi, je me fais livrer de l'Indien. Bon, voilà, c'est vrai que moi, j'habite pas trop loin de la rue Caille. Je peux me faire livrer de l'Indien, vous voyez, enfin, c'est des plats en sauce, c'est du riz, bon, ça arrive plutôt bien. Et ça peut m'arriver, moi, quand je travaille, je peux pas, ou je suis malade, ou, enfin, voilà, il y a des fois, mais faut que ça soit sain. Alors, moi, j'ai un gros problème avec la livraison. Alors, c'est pas que je n'aime pas la livraison, hein, c'est mon métier depuis plusieurs dizaines d'années. Mais faut qu'elle soit saine, quoi. C'est-à-dire, faut que les mecs soient payés et que ce soit pas de l'esclavage, quoi. Et c'est souvent le cas avec Uber ou Deliveroo. Deliveroo a été condamné au pénal, hein. Les mecs ont pris du sursis, hein, les patrons. Donc, on parle de vraies problématiques sociales et même, je dirais, éthiques. Et donc voilà. Donc nous, on a créé même pendant le confinement la cuisine pas l'usine avec TikTok, justement pour lutter contre ce phénomène de livraison et notamment les dark kitchens, qui sont quand même le summum de la déshumanisation de la bouffe, quoi. Vous avez dans un conteneur ou dans
une usine, quoi, des gens qui sont enfin, pas du tout cuisiniers, quoi, qu'on ne forme pas et qui vont assembler des steaks avec et dans le même lieu. Ils vont vous faire croire que ça sort d'un resto italien ou thaïlandais ou turc s'ils font du kebab. Enfin voilà, donc c'est de la grosse arnaque. Déjà parce que c'est pas dit. Et donc ça, et je pense qu'on revient vers une malbouffe en plus parce que forcément c'est la même viande pour tout et c'est acheté en gros. Et ces gens-là lèvent des centaines de milliers d'euros parce que ça plaît aux investisseurs, hein, puisque eux ils ont effectivement un business plan sans loyer, sans Oui, c'est rentable et scalable, comme on dit, enfin réplicable très rapidement. donc ce modèle a pu faire croire aux valeureux jeunes qui sortent d'écoles de commerce que enfin la restauration pouvait être un modèle économique et d'enrichissement. Mais je pense que ça peut faire très très mal et ça peut être représenté un retour en arrière par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur des gens qui ont plutôt une démarche vertueuse depuis quelques années, quoi. Finalement, dans ce cas précis, il n'y a plus d'histoire en fait. Tout à l'heure, on parlait du chef qui proposait sa paella car il est d'origine espagnole. Là, c'est plus entrevoir une opportunité, une niche à prendre sur tel ou tel street de street food et bâtir un modèle économique autour. Mais ce n'est pas proposer une histoire dans le but de la transmettre aux gens. Non, non, c'est du marketing, et eux le disent, hein, enfin je veux dire, ces gens-là sont les meilleurs caricatures d'eux-mêmes, il suffit de les écouter pour avoir les arguments. Et les mecs enfin, disent haut et fort, bah voilà, moi je crée un fou restaurant thaïlandais le lundi, je le teste la semaine, si je vois que ça part pas, je ferme la page et j'ouvre une autre page et je mets un resto italien, quoi. Donc c'est vraiment du marketing le plus basique possible. Et il n'y a aucun respect du producteur, du produit ou du. Il n'y a pas de transmission. Parce que la cuisine, c'est ça aussi. Tous les chefs vous le diront. C'est Stéphane Gégaud, moi que j'apprécie pour ça. Voilà, lui il dit que c'est un moteur enfin, d'élévation sociale parce que ben, c'est un CAP, mais après si vous êtes passionné, ben, ça peut vous amener vers plein de choses, mais à l'enrichissement, bien sûr, à bien vivre, hein, parce que un bon restaurateur est pas malheureux, là. Et aussi, c'est de rencontrer des gens, parce que vos clients, les producteurs, enfin voilà, ça fait partie de l'élévation aussi intellectuelle. Et voilà, la cuisine, c'est un vrai pouvoir d'intégration aussi, hein. On l'a vu avec les réfugiés. Et avec ce même Stéphane Gégaud, au Refugees Food Festival, ça intègre beaucoup de réfugiés politiques, etc., et qui n'ont pas beaucoup d'autres options que de faire à manger, puisqu'ils n'ont pas de correspondance des diplômes, etc. Et ça fait de belles histoires, hein. Et donc voilà, je pense que la cuisine a vraiment un rôle social, politique, hein, presque. Oui, Stéphane Gégaud d'ailleurs on aimerait bien recevoir dans notre émission, on est en discussion avec lui. La question que je voulais vous poser pour rendre le voyage plus accessible en fait, car vous arrivez à trouver des pépites ci et là, hein, des super restaurants. Avez-vous des conseils ou des méthodes pour trouver un restaurant sympa sans pour autant devoir faire 1 kilomètre de queue ou là où on ne s'en sort pas pour 40 euros ou plus par tête, tout en mangeant décemment en prenant du plaisir. Bon, ouais, il y a quand même pas mal de guides, puis il y a beaucoup de gens qui font comme moi, hein, des Instagram avec leurs adresses. Ce qui est sympa, c'est qu'on a tous des goûts différents, donc on trouvera des plans différents, mais il y a encore beaucoup j'appelle ça plutôt des cantines, moi. J'aime pas trop le mot boui-boui. Et il y a beaucoup de cantines, quoi, qu'elles soient. Alors, c'est vrai que souvent elles sont. Si, il y a des françaises, hein, qui ressemblent à des vieilles petites brasseries comme ça, où voilà, il y a une bavette frite bien faite, et ça peut être un bonheur, hein, certains jours. Et puis après, c'est vrai on part. Moi, j'aime beaucoup l'Italie. Ma grand-mère est italienne. Voilà, il y a quelques Italiens qui font des choses très bien et accessibles. Il y a des Portugais aussi. Il y a alors c'est vrai qu'on part peut-être sur des cuisines du monde, mais c'est bien aussi, hein.
c'est vrai que la cantine nous amène souvent aussi vers l'extérieur, parce que souvent, c'est des cantines d'émigrés et c'est des cuisines aussi peut-être entre guillemets plus simples et puis de toute façon ils n'ont pas les moyens de faire des prix d'étoilés. Donc voilà, je pense qu'il alors, je sais pas si j'ai une méthode, c'est de regarder la carte. Hein. Encore une fois, si moins il y a de plats, au mieux c'est. Et puis, faut pas hésiter à regarder. Moi, je regarde souvent sur les tables en passant les plats, hein, ceux déjà servis. Et puis, après, il faut essayer aussi. Et puis, on est parfois surpris. Voilà, ouais, je pense qu'il y a des guides des cantines. Et puis, il faut se faire son expérience soi-même aussi. Je pense qu'il faut être curieux, quoi. Faut regarder, faut lever la tête aussi. Et par rapport à cette sortie au restaurant, à la cantine, est-ce que vous sentez, est-ce que vous diriez que la notion de rareté est importante dans l'expérience? Et d'ailleurs, c'est une question que je vous pose vraiment personnellement parce que en essayant pas mal de restaurants, vous les enchaînez peut-être. Est-ce que ça ne diminue pas le plaisir dans l'expérience, en fin de compte? Alors, la rareté, c'est une logique de marché qui va fonctionner, malheureusement ou heureusement, sur la bouffe. C'est-à-dire que quand c'est la saison de la truffe, vos plats ont tendance à augmenter en tarif parce que le coût de la truffe est exorbitant quand c'est de la bonne truffe, quoi. Donc, de la même manière, si vous prenez un œuf au caviar, c'est pas le même prix qu'un œuf maillot. Et voilà, donc la rareté, forcément, crée l'instant ou crée un peu le moment sublime, quoi. C'est évident. Parce qu'en fait, la bouffe, c'est très émotionnel, hein, finalement. C'est technique, tout ça. Il y a de la production, ça peut être très scientifique même et très technique, mais en fait, c'est plutôt de l'émotion, hein. Enfin, un plat vous fait vibrer parce que le goût, voilà, il y a l'umami. Enfin, ça procure d'abord un plaisir dingue en bouche, quoi. Et puis surtout, après, c'est surtout la tête, hein. C'est un peu comme la musique. Et donc, il se passe un truc qui est basé inconsciemment ou consciemment sur un souvenir ou sur un goût que vous aimez et qui s'en rapproche et consciemment ou inconsciemment, ça vous fait vibrer. Et il y a des instants comme ça. J'ai rarement pleuré au restaurant, mais ça m'est arrivé et il y en a qui ça arrive, je vois. Donc, voilà, c'est ça, c'est le sublime. Mais il n'est pas forcément plus dans un trois étoiles que dans une cantine, hein. Ça peut être la rareté, elle peut être aussi dans un restaurant en Grèce où vous avez un moment dingue, voilà quoi. Et il se reproduira pas parce que vous y vivrez pas, quoi. Et voilà, je pense que ouais, c'est ça c'est l'émotion en fait, hein. La cuisine, c'est l'émotion. Et c'est pour ça que l'histoire derrière elle est importante aussi souvent du produit ou du cuisinier. Et voilà, c'est des grands moments, quoi. Oui, la question, c'était de savoir si la rareté n'était pas finalement primordiale dans le plaisir qu'on retirait de l'expérience à aller au restaurant. C'est effectivement, moi, des fois, je peux aller 2 fois par jour pendant 15 jours. Et après, moi, de moi-même, enfin, je m'abstiens, j'ai plus envie. En fait, j'ai plutôt envie de me faire un truc simple chez moi. Et effectivement, enfin, moi, je serais pas aller au restaurant tous les jours de l'année. Enfin, effectivement, faut garder ce côté, ouais, puis, et chez soi, c'est bien aussi, hein. Enfin, moi, j'adore faire à manger. Et c'est notre façon, ça me calme énormément. Il y a un côté un peu roué de Gandhi, quoi, hein, d'avoir un rythme comme ça quand vous travaillez les légumes ou quoi. Moi, ça me calme beaucoup la cuisine. Bien sûr, je me prends un petit verre de vin, mais il y a un moment comme ça, puis il y a un moment d'échange. Donc, non, non, puis le restaurant tous les jours, je pense que moi, j'aime pas ça, ça peut m'arriver. Et après, même, souvent vous êtes invité, c'est pas forcément, vous mangez pas forcément avec les gens que vous voulez. Enfin, pour moi, un restaurant, c'est vous l'avez choisi le jour J. Enfin, c'est-à-dire, ce jour-là, vous avez envie de manger, je dis n'importe quoi, mais un pigeon ou vos pâtes chez l'italien que vous aimez bien, avec les gens que vous avez choisi également. Donc ça peut pas se faire tous les jours. Et ouais, effectivement, faut garder selon ses budgets et ses envies un rythme qui vous convient, quoi. À prendre plaisir, hein. L'aspect exceptionnel du restaurant, c'est aussi se faire servir, ou au moins, à moins d'avoir des domestiques chez soi, mais je pense qu'on est rare dans ce cas-là. Au début du siècle, ou en tout cas il y a encore quelques dizaines d'années,
les métiers de salle étaient, c'était souvent des personnes qu'on pouvait voir les exercer toute leur vie, quand désormais enfin c'est peut-être une mauvaise impression, mais j'ai l'impression que c'est des métiers plus alimentaires. Là, des jobs étudiants, des jobs Voilà, où il y a peut-être un peu moins de conviction et de projection dans la carrière, quoi. Donc ouais, j'aurais aimé avoir votre opinion sur les métiers de salle et l'évolution du service. En fait, le métier de salle a été pas forcément mis en avant. On a vu récemment les chefs devenir des stars, les pâtissiers. On n'a pas encore vu. Il y a un peu les sommeliers, mais on n'a pas directeur de salle et même serveur, etc. Enfin, c'est pas du tout mis en avant. Alors c'est eux qui font tout l'ambiance d'un restaurant et le fait que ça se passe bien ou non, hein. Et là-dessus, le Covid n'a pas aidé. Et puis on parle de augmenter la rémunération de ces gens-là, et c'est évident. C'est des horaires compliqués, il y a la coupure, voilà. Et effectivement, ben, si vous voulez, c'est un peu, on a les gens de salle qu'on mérite, quoi. C'est-à-dire que si vous payez peu et que c'est compliqué, ben les gens restent pas. C'est-à-dire que ben, ils font ça jeunes et puis après ils se trouvent un boulot un peu plus dans les possibilités d'avoir une vie familiale, quoi. Et effectivement, ça pousse pas. On voit bien toute la difficulté qu'ont les restaurants là. Il manque partout une à deux personnes, quoi, hein, actuellement. Parce que le Covid a fait qu'ils ont réfléchi et qu'ils se sont dit, ben, je vais peut-être faire autre chose. Alors je partage totalement votre opinion, hein, sur le fait qu'on a les gens de salle qu'on mérite, sur les conditions de travail, en premier lieu financières. C'est un milieu qui est difficile quand même, avec des conditions de travail, ouais, que tout le monde ne pourrait pas supporter. Et si effectivement pour attirer les meilleurs talents, les personnalités les plus impliquées, il faut avoir les bons arguments, si on peut le formuler comme ça. Oui, puis c'est un vrai métier, en fait. C'est vrai que moi aussi, hein, je l'ai fait gamin. Mon oncle avait 10 établissements, donc j'ai bossé dans des pizzerias, des brasseries, etc. Et en fait, mais c'est un vrai métier, hein. Effectivement, c'est pas un job étudiant. Et c'est ce qui change toute l'expérience du restaurant pour les clients. Et quand même, manger et aller au resto, c'est quelque chose d'important, quoi. C'est un bon moment, c'est des fêtes, donc, je veux dire, réceptionniste d'hôtel, on a l'impression que c'est plus un boulot que d'être en salle dans un resto. Alors que dès qu'on y réfléchit 2 secondes, on comprend bien que il y a le même professionnalisme, hein. Et c'est un métier, parce que on peut être, il faut connaître les plats, faut savoir quand même décrire les assiettes. Des fois, faut pouvoir le dire en anglais. Faut un peu conseiller sur le vin. Enfin, ça n'a rien d'un métier simple. Et puis voilà, il y a la transmission. Donc, on est tous à dire, hein, dans le secteur qu'il faut revaloriser ça, quoi, que les métiers de salle sont pas du tout valorisés et que ça va être un gros problème, si on trouve pas de solution. Alors, je sais que via Gomez ou autre, enfin, c'est des trucs qui remontent un peu vers les politiques, hein. Donc on parle, hein, d'augmenter ses salaires, c'était vu. Il y a aussi certainement beaucoup de restaurants essaient de trouver des solutions. C'est cette coupure aussi, hein, qui fait du mal, c'est-à-dire que bah, vous arrivez en matinée, faites le service du midi, et après il y a un trou dans l'après-midi. Les gens habitent pas forcément dans Paris avec ces salaires-là, et donc bah, ils ont 3-4 heures voire 5 des fois à glander avant de reprendre le service du soir. Et donc ça fait des amplitudes. Je pars de chez moi à 8 heures et je rentre à 1 heure du matin, quoi. Donc ça au SMIC, c'est insupportable, quoi. Ouais, là vous m'avez mal vendu Le taf. pareil, hein, enfin j'ai une petite expérience en restauration. Et oui, effectivement, ce que vous décrivez, là, ce trou dans la journée, avec à côté ces 2 moments de rush très fatigants, très intenses pendant le Le service, physique. c'est des drôles de journées. Et ce qu'il y a d'ingrat, bon, en plus, on le sait en signant, hein, mais c'est qu'on va travailler au moment où les gens s'amusent et se réunissent. Donc psychologiquement, c'est vrai que ça peut vite être difficile et un peu marginalisé, ben, par rapport à ses proches au niveau horaire. Oui, puis vous n'êtes pas là.
à l'anniversaire de machin, au pot de départ de trucs. Enfin, vous loupez plein de choses, hein, même quand vous avez des enfants, c'est pire, vous les voyez pas. Et derrière ça, bah, autant ça peut être un choix de la part du patron ou du chef, quoi, qui ont pas les mêmes salaires en plus, mais bon, on va se dire que de quelqu'un en salle qui gagne le SMIC ou à peine plus, bon, ça devient quand même une sacrée vocation, quoi, je trouve. Enfin, l'équilibre est quand même chaud, quoi. Il y a une question que je me posais, c'est par rapport à l'impact des réseaux sociaux. Et vous êtes d'ailleurs bien placé pour y répondre. L'impact des réseaux sociaux sur la restauration. Donc par rapport à la décoration, les plats, la façon de les présenter. J'aurais aimé avoir votre opinion là-dessus, si finalement ça a été un levier pour élever le niveau de jeu de tout le monde, ou si parfois c'est peut-être un peu trop marketé, et si ça dénature pas un peu l'objectif final, quoi. Mais c'est comme tout, en fait. Il y a du bon et puis il y a du mauvais, ça dépend comment on s'en sert. Moi, je trouve qu'Instagram a amené la possibilité de voir les plats de tout le monde. Moi, je peux voir des plats de mon pote qui est en Sicile, de l'autre qui est au Mexico, et je peux lui dire, ben, ouais, c'est bien ce que tu sors, ça a l'air. Ou même les chefs, hein, ils se regardent entre eux, ça peut leur donner des idées. On n'avait pas cette ouverture sur ce que faisait l'autre, à part la presse avant, quoi. Donc c'était pas si. Là, tous les jours, chacun peut regarder ce qui se passe au bout du monde ou à côté. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis bon, bah, ça permet, ouais, les échanges, trouver des producteurs aussi, hein. Enfin, aux producteurs de se faire connaître. Donc il y a plein de choses comme ça positives. Après, même moi, souvent, ça me fait chier de faire une photo quand je suis au restaurant, hein, mais ça fait partie du truc, quoi. Après, le côté, voilà, si, faire de l'Instagram pour de l'Instagram, moi, je vois des influenceurs à leur resto, enfin, c'est pas manger, ce qu'ils veulent me montrer, c'est qu'ils sont là, ils y étaient, et on photographie le plat comme un côté luxe, quoi. Et ils sont pas, ouais, ils s'intéressent pas franchement au truc. Donc ça, c'est le côté un peu con. Et à l'inverse, c'est aussi des restaurateurs qui créent carrément des restaurants Instagram, hein, avec le néon ou le truc au fond où tout le monde va. Donc le resto est pensé par rapport à ça, avec des plats. On a eu le phénomène sur les pizzas, hein, avec des bords surélevés par surhydratation pour faire des belles photos Instagram. Vous avez, voilà, il y a un côté, bon, voilà, je pense qu'il, c'est comme pour toute chose, quoi. Il y a de la modération. Après, si c'est de l'Instagram pour l'Instagram, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Mais après, si l'Instagram peut aider, voilà, nous, il y a plein de choses qui se sont faites qu'on n'aurait pas pu faire avec Instagram quand il y a eu quand il y a eu les grèves, les gilets jaunes, plus après la pandémie. Il y a plein de producteurs ou même des amis où on a monté des endroits où on disait ben voilà, vous pouvez venir récupérer vos légumes à tel endroit ou vos poissons. Ben, ça s'est fait en 3-4 jours sans Instagram. Enfin, je veux dire, 10 ans avant, c'était impossible, par exemple, de communiquer aussi vite et Oui, finalement, ça permet tout à chacun d'atteindre les autres rapidement, facilement. c'est ça. Et dans une communauté en plus, c'est-à-dire que moi, j'ai 30 000, presque 30 000 followers, c'est que des gens qui, enfin, pour s'abonner à moi, faut forcément aimer manger. Il y a que il y a que des photos de plats. Donc, mais voilà, donc forcément, ils vont être intéressés et intéressants pour les gens que je défends. Donc voilà, je pense que c'est une belle chose. On crache beaucoup sur Instagram. Euh, Moi, j'y ai eu 99,9% de bonheur et de rencontres positives, quoi. Après, voilà, c'est comme partout. C'est un marché comme un autre. Bon, c'est vrai que les réseaux sociaux changent beaucoup de choses, mais on n'est pas encore comme dans le lifestyle où ça devient un peu n'importe quoi, mais il faut y réfléchir parce que bah, le lifestyle marche bien parce que tout ce qui est cosmétique et tout ça, bah, il y a une boîte de cosmétiques a plus d'intérêt à donner de l'argent à une influenceuse que de faire une page dans un magazine, hein, en termes de visibilité. Donc le jour où ça arrivera sur la bouffe, on n'en est pas loin, hein, quand même. Donc voilà, mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt positif, honnêtement. Ça permet à des petits restaurants de. Après, tout le monde n'est pas égal, j'ai envie de dire, parce que bah, normalement, moi, mes potes chefs, généralement, ils sont pas très Instagram. Enfin,
C'est-à-dire qu'ils ont pas le temps ou ça. Alors tous regardent beaucoup, mais c'est pas trop leur truc de publier. Donc après, voilà, elle se pose la question, est-ce qu'il faut prendre une agence ou pas? Alors, c'est vrai que c'est des questions un peu existentielles des fois parce que il y a des générations, c'est pas leur truc. Pour eux, c'est le sacro-saint bouche à oreille. Voilà, il y a un peu un choc de technologique et de génération peut-être. Oui, parfois on a l'impression qu'une belle photo Instagram, une belle mise en valeur fait office de guide, Ah oui, oui. enfin autant autorité qu'un guide, hein. Bah, c'est parce que aussi les guides avaient pas ce côté sexy non plus, hein. Donc la nature n'aimant pas le vide, voilà. Enfin, voilà, j'ai fait ça aussi parce que je trouvais pas mon bonheur complet dans les guides. Et après, et puis les guides, voilà, ça parlait un peu plus aux darons, quoi. Enfin, c'était un peu cravate. Et les guides qui parlaient comme, moi j'essaie de parler comme si je parlais à un copain, donc je trouve ça aussi plus sympa, quoi, plutôt que d'être un peu emphasé comme ça. Et puis après, un beau plat, ben, c'est plutôt sympa. Après, voilà, c'est comme tout, faut pas abuser. Après, la difficulté, c'est que les restaurateurs sont pas prêts. Ils ont un retard dans la restauration, il y a un retard dingue sur tout ce qui est food tech, hein. C'est-à-dire que ça soit de l'enregistrement de la caisse, mais aussi sur les réseaux sociaux, leur site internet, maintenant peu de chefs qui ont presque une marque, hein, leur nom est une marque. Peu de chefs ont monté des sites marchands. Donc on voit bien, il y a un vrai retard. Enfin, retard. Il y a une possibilité de développement, mais qui est pas moche à mon sens, hein. Je pense que si bah, vous mangez dans un grand restaurant, why not bah, pourquoi pas vous n'avez pas envie de partir acheter la serviette ou le couteau ou la terrine, enfin oui. Et tout ça, je pense que c'est aussi une possibilité d'augmenter leur chiffre d'affaires et de mieux vivre, hein, et peut-être mieux payer les gens de la salle. Enfin, oui, il y a peut-être un effet vertueux à tout ça, quoi. Oui, faire rentrer la restauration finalement de plein pied dans son époque. Beaucoup de gens travaillent dessus, hein. Moi, j'ai beaucoup d'échanges avec justement des gens qui, comme moi, viennent de la logistique ou effectivement des réseaux sociaux et se disent, ben, c'est quand même dingue, ça existe quand même sur beaucoup de secteurs d'activité. Et on voit bien là que quel que soit le mode de restauration, il y a un retard général, quoi. Après, on voit bien qu'il y en a qui sont bien dans à l'inverse, hein, il y a des restaurants ou des chefs qui maîtrisent très très bien ce genre de choses, quoi. Ben écoutez, ce sera peut-être le mot de la fin. Je vais vous laisser conclure. Peut-être nous parler de votre actualité prochaine. L'activité prochaine, ça va être de travailler avec Cocktail Spirit, qui est le Thierry et Eric qui font le salon des alcools et spiritueux et du cocktail, hein, sur Paris. Ça sera aux alentours du 22 juin. Donc je vais travailler avec eux sur ce salon et on était à Lille la semaine dernière pour faire des salons en région également et on sera à Nantes fin avril. Donc ça c'est plutôt pour mon activité. Après j'ai d'autres projets d'écriture pour l'année. Donc non mais j'ai l'impression que ça repart vraiment fond de train, quoi. On voit que tout ce qui a pas été fait pendant 2 ans arrive là. Il y a une vraie activité, ça fait plaisir, quoi. Magnifique. Bon bah écoutez, merci beaucoup Xavier. Merci à vous. Et chers découvreurs, quant à vous, à très très bientôt. Merci, au revoir.